contente d'être ici là, ce midi. Puis je vous remercie d'être présent sur votre heure de dîner. J'ai nommé là, effectivement, comme Geneviève l'a dit, que ma thèse là, porte sur la relation entre la consommation de substances psychoactives et la délinquance là, chez les adolescents et les adolescentes. Moi, j'ai fait mon doctorat en profil intervention et recherche, donc le double profil. Et ma thèse là, constitue une thèse là, par article scientifique, donc plus précisément là, 2 articles. Maintenant, en fait, j'ai soutenu ma thèse là, en septembre dernier. Je suis maintenant là, psychologue en milieu scolaire, donc au niveau là, primaire et secondaire. Donc, je suis bien contente d'être ici aujourd'hui là, pour faire un retour là, dans mon projet doctoral. D'ailleurs, je tiens à mentionner là, que ma thèse a été réalisée là, grâce au soutien financier là, du risque de l'IUD, du partenariat là, Réseau 1635, de la Chaire du Canada là, sur les trajectoires d'usage de drogue et les problématiques associées là, de Natacha Brunel et finalement là, du FQRSC. Si on y va avec le plan de la présentation d'aujourd'hui, bien, je vais commencer par une introduction de la problématique là, et du contexte théorique entourant le projet doctoral. Ensuite, je vais passer brièvement là, sur la méthodologie des 2 articles scientifiques. Ensuite, je vais y aller avec les résultats du premier article et du deuxième là, par la suite. Et finalement, il y aura une discussion là, plus générale là, en lien avec les résultats là, observés. Donc, si on commence avec l'introduction de la problématique, bien, en fait, ce qui ressort de la littérature, c'est que les jeunes sont plus à risque d'adopter là, des conduites déviantes pendant l'adolescence. Donc, on sait que l'adolescence, c'est une période d'expérimentation. Puis, parmi les conduites déviantes là, qu'on voit adopter chez les adolescents, donc, on retrouve là, la consommation de substances psychoactives et la délinquance. Ce qui ressort de la littérature au niveau de la consommation de substances psychoactives, c'est que l'alcool et le cannabis sont les 2 substances là, les plus consommées chez les adolescents. Notamment, la dernière enquête de Santé Canada là, menée auprès des jeunes de secondaire 1 à 5 montre là, qu'il y a une proportion de 44,1 % qui ont rapporté avoir consommé là, de l'alcool au cours de la dernière année. Il y a une proportion de 18,1 % qui ont rapporté avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année et 5,2 % qui ont rapporté avoir consommé d'autres drogues. Donc, ça signifie le fait d'avoir consommé là, soit de l'amphétamine, de la MDMA, des hallucinogènes, de l'héroïne ou de la cocaïne. Puis finalement, comme on documente là, la consommation de tabac dans le premier article, bien, on a voulu montrer là, qu'il y avait dans l'étude là, de l'enquête de Statistique Canada, qu'il y avait une proportion de 19 % qui ont rapporté avoir consommé de la cigarette au cours là, de leur vie. Au niveau de la délinquance maintenant, ce qui ressort en fait là, au niveau de la littérature, c'est que les jeunes commettent majoritairement des délits mineurs. Donc, au niveau là, de la dernière étude de Statistique Canada, elle révèle qu'il y a 32 702 jeunes qui ont entre 12 et 18 ans qui ont été accusés là, d'avoir commis des crimes contre les biens en 2018. Le terme « accusé », en fait, là, comprend autant les jeunes qui ont été inculpés, ceux contre lesquels la police a recommandé de porter une accusation, mais aussi les adolescents là, qui ont fait l'objet d'une mesure ou d'une sanction là, judiciaire. Ensuite, si on s'intéresse aux délits violents, donc il y a 30 463 jeunes là, qui ont été accusés de délits violents. Par contre, c'est important de mentionner là, que ceux qui ont été accusés pour ce type de délit-là l'étaient là, pour des délits qui étaient relativement mineurs, comme par exemple là, les voies de fait simple. Puis, finalement, il y a 16 024 jeunes qui ont été accusés d'autres infractions. Pour ce qui est maintenant là, de la concomitance entre la consommation et la délinquance, bien, on sait qu'il y a de nombreux chercheurs là, qui s'intéressent aux problématiques drogue-délinquance depuis des années, mais malgré tout, les liens demeurent toujours variés et complexes là, à ce jour. Ce qui ressort de la littérature à ce jour, c'est que les jeunes consommateurs commettent davantage de délits que les non-consommateurs. Également, que plus la consommation est problématique, plus l'implication là, dans les délits tant lucratifs que violents est importante. Puis inversement, une diminution ou un arrêt de la consommation de substances mènerait aussi à une diminution là, de la délinquance. Puis enfin, bien, ces conduites seraient plus présentes là, chez les jeunes en centre jeunesse ou en centre de traitement de la toxicomanie que chez ceux de la population générale, dont les jeunes en milieu scolaire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de nombreux auteurs là, qui se sont intéressés aux liens drogue-délinquance et qui ont cherché à comprendre justement ces liens-là au cours de la dernière moitié du 20e siècle.
en s'intéressant là, notamment aux éléments qui pouvaient expliquer les liens drogue-délinquance, mais aussi les influencer. Puis ces recherches ont mené là, à l'apparition de deux grands types de conception de ces liens. Donc, les éléments proximaux en premier lieu et les éléments distaux en deuxième lieu. Au niveau des éléments proximaux, si j'y vais de façon plus générale, c'est une conception là, de cause à effet. Donc, en fait, cette conception-là tend là, à expliquer une conduite par une autre conduite l'ayant précédée dans le temps. Puis, cette conception-là s'intéresse davantage aux facteurs qui relèvent du contexte actuel de l'individu plutôt que de se concentrer là, sur son passé ou sur son développement. Pour ce qui est des éléments distaux maintenant, donc la deuxième conception, elle vient pallier aux lacunes là, observées au niveau des éléments proximaux, puis elle tend à expliquer là, une conduite par la présence de facteurs de risque communs au cours du développement de la personne, donc au cours de son passé, qui tendraient à la prédisposer à adopter divers comportements déviants, dont la consommation et la délinquance. Donc, si on regarde plus précisément là, au niveau des éléments proximaux, bien, Goldstein, c'est le premier auteur là, à avoir proposé un modèle qui intégrait 3 explications proximales qui faisaient référence à des réalités de drogue-crime différentes chez les adultes aux États-Unis. Donc, c'est important de le mentionner. Les recherches de Goldstein ont été menées là, auprès d'adultes et non auprès d'adolescents. Donc, puis, comme je l'ai dit là, tout à l'heure, au niveau de Goldstein, il a relevé là, 3 postulats différents. Donc, au niveau du premier postulat, on parle du postulat économico-compulsif qui stipule que la consommation régulière, abusive et dépendante de drogues illicites et dispendieuses, comme par exemple l'héroïne et la cocaïne, viendrait favoriser la forte implication criminelle là, dans les délits lucratifs, comme par exemple le vol, la vente de drogue, la prostitution. Donc, à ce moment-là, le consommateur commettrait davantage de délits lucratifs lorsqu'il y aurait un besoin impératif de consommer une substance et qu'il n'y aurait pas les moyens là, financiers nécessaires pour se procurer sa drogue. Donc, à ce moment-là, il se tournerait vers la commission de délits lucratifs pour avoir accès là, à des moyens lui permettant de financer sa consommation. Pour ce qui est du deuxième postulat de Goldstein, donc on parle du postulat systémique, lui soutient là, que c'est le contexte d'approvisionnement et de distribution des drogues, donc comme c'est lié illicite, ça entraînerait une utilisation là, de la violence comme stratégie de gestion. Donc, à ce moment-là, le milieu de la drogue serait donc plus propice aux crimes violents liés notamment là, à la protection du territoire, la drogue, mais aussi de l'argent. Donc, si on regarde le graphique, on voit là, que, par exemple, le milieu de la drogue est propice aux arnaques, aux dettes, mais aussi aux guerres de territoire, puis qu'il peut avoir l'utilisation là, justement de l'intimidation, des voies de fait et des homicides, justement, au niveau de la gestion là, de ces problématiques. Puis finalement, au niveau du postulat psychopharmacologique, lui explique le lien drogue-délinquance par l'intoxication de l'agresseur ou de la victime. Donc, ce postulat-là stipule que la substance consommée vient produire un effet sur l'individu qui, elle, serait à l'origine de l'agir criminel violent, considérant là, justement que la consommation de drogue peut occasionner là, notamment de l'irritabilité, de l'agressivité, mais aussi là, de la désinhibition, pour en nommer là, quelques manifestations. Puis ce postulat-là soutient également là, que l'irritabilité là, du toxicomane qui est en sevrage peut aussi être source là, de violence de sa part. Ensuite, au niveau des éléments proximaux, on a le modèle causal inversé. Donc, le modèle causal inversé, lui, il est à l'opposé là, de ce qui a été affirmé dans le modèle de Goldstein. Donc, plutôt que de supposer que la consommation est reliée de façon causale à la délinquance, il y a certains auteurs qui croient que c'est plutôt l'implication dans la délinquance qui favoriserait la consommation de substances. Ce modèle-là prétend alors que la fréquentation du milieu criminel peut fournir là, de l'argent provenant des activités criminelles, que le style déviant fournit des contacts nécessaires à l'achat de drogue, mais de même là, qu'une légitimation, comme par exemple des modèles de normes, des protocoles, des règles, qui, elles, mèneraient à la consommation là, de substances psychoactives. Pour ce qui est maintenant de la deuxième conception, donc les éléments distaux, on parle là, davantage du modèle biopsychosocial. Donc, en fait, bien que le modèle tripartite de Goldstein représente la conception là, proximale la plus développée et la plus répandue, il faut savoir que chacun des postulats comporte plusieurs limites. Également, il en voulant expliquer les liens drogue-crime à l'aide d'éléments proximaux seulement, bien, le modèle de Goldstein ainsi que le modèle causal inversé ne considèrent pas que la personne peut être influencée par différents facteurs biopsychosociaux au cours de sa vie.
Ça devient donc difficile d'associer là, la drogue et le crime seulement à l'aide d'une conception causale linéaire et exclusive, étant donné que ces liens s'expliqueraient aussi par des éléments distaux. Donc, c'est là, en fait, qu'entre en ligne là, le compte, le modèle biopsychosocial qui se veut une conception plus englobante, mais aussi qui est en lien avec le syndrome général de déviance. Donc, un peu comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cette conception-là, en fait, la théorie, pardon, du syndrome général de déviance stipule que l'implication dans des comportements problématiques augmenterait les chances d'adopter d'autres comportements déviants qui seraient concomitants entre eux et qui représenteraient là, des manifestations reliées à la présence de facteurs de risque communs au cours du développement de la personne et qui contribueraient là, justement à la prédisposer à adopter un style de vie déviant ou l'adoption de différentes conduites marginales et fréquentes. Puis, parmi les conduites marginales que l'on retrouve, bien, il y a la consommation de substances et la délinquance. Puis, en lien avec cette théorie-là, il y a des auteurs là, qui montrent que les conduites déviantes peuvent s'expliquer là, notamment par un déséquilibre justement entre les facteurs de risque et les facteurs de protection. Puis à ce moment-là, bien, il y a de nombreux là, facteurs qui sont étudiés dans la littérature. Donc, par exemple, au niveau biologique, on parle du genre, de l'hérédité. Au niveau psychologique, on peut parler des troubles de personnalité, par exemple. Donc, il y a différents facteurs qui sont étudiés dans la littérature. Mais nous, dans le cadre de la thèse, là, on a choisi plus particulièrement le genre et l'impulsivité, notamment parce que c'est des facteurs qui sont importants dans la littérature, mais aussi parce qu'il s'agissait là, de facteurs qui étaient possibles de documenter là, dans le cadre là, de la présente thèse. Également, donc pour terminer au niveau du modèle biopsychosocial, c'est important de mentionner que c'est une conception qui se rapproche aussi de la loi de l'effet ou du triangle, le substance, individu, contexte. Donc, en fait, la loi de l'effet là, vient tenir compte de nombreux éléments, là, autant avec la substance, donc par exemple la dose ingérée, la qualité du produit, mais aussi en lien avec l'individu qui en fait usage, comme par exemple ses attentes par rapport au produit, mais aussi par rapport aux effets. Est-ce qu'il y a des expériences passées de consommation ou il s'agit de sa première expérience? Puis finalement, bien, il tient compte du contexte de consommation. Donc, par exemple, l'influence des pairs, la légitimation des gestes posés. Donc, ces trois éléments-là vont avoir une influence autant sur l'individu que sur son comportement, mais aussi sur l'épisode d'intoxication, en fait. Donc, en fonction de ce qui est observé dans la littérature, ce qui est ressorti, en fait, c'est qu'il y avait peu de recherches récentes là, sur les liens drogue-crime auprès des jeunes du Québec. Ce qu'on a vu, en fait, c'est que la majorité des écrits scientifiques étaient réalisés auprès d'adultes et aux États-Unis, où le contexte social là, diffère de celui du Canada. Également, bien, les liens sont peu étudiés là, chez la population générale, alors que la majorité repose surtout sur des études là, menées en centre jeunesse ou en centre de traitement en dépendance. Et on le sait, il s'agit d'une population clinique là, qui présente généralement un profil plus lourd de consommation et de délinquance que chez les jeunes de la population générale. De plus, bien, les liens sont peu étudiés chez les filles, alors que la majorité des études là, portent sur des échantillons masculins seulement et que les filles là, sont souvent mises de côté. Les liens également sont peu étudiés en fonction des types de substances psychoactives et de délits commis. Donc, la majorité là, des études utilisent plutôt une notion globale de la consommation et de la délinquance, alors que ces conduites constituent un concept large comprennent plusieurs types de substances, mais aussi plusieurs types de délits. Donc, dans la majorité des cas, ce que l'on voit, c'est que les différentes substances sont confondues et que c'est la même chose là, pour ce qui est des types de délits commis. Puis finalement, bien, au niveau des facteurs proximaux et distaux, on voit que c'est rarement abordé là, dans une même étude. Souvent, on s'intéresse soit aux facteurs proximaux ou aux facteurs distaux, donc soit à l'un ou à l'autre. Et au niveau des éléments distaux, ce que l'on remarque, c'est que les études s'attardent rarement au lien drogue-délinquance. Donc, ils vont plutôt s'attarder à l'une ou l'autre de ces conduites-là de façon distincte. Donc, par exemple, l'influence du genre au niveau de la consommation ou de la délinquance, mais peu le font en mettant en lien là, la consommation et la délinquance. Donc, en fonction de ça, l'objectif général de la thèse là, était d'explorer les liens entre la consommation et la délinquance chez les adolescents et les adolescentes en milieu scolaire. Plus précisément, donc je le rappelle, là, c'est ça, c'est une thèse par article. Donc, le premier article porte sur les liens entre la consommation et la délinquance lucrative chez les adolescents et les adolescentes. Puis, c'est important de mentionner que cet article-là là, a déjà été publié en 2017 dans la revue Criminologie. Puis, au niveau des objectifs, bien, il visait premièrement là, à adresser un portrait des habitudes de consommation et de la délinquance lucrative là, chez les jeunes de notre échantillon.
Ensuite, il visait à documenter la relation entre la gravité de la consommation et la commission de délit lucratif, de documenter là, la relation entre le type de substance consommée et la commission de délit lucratif, et finalement de vérifier l'interaction entre le type de substance consommée et le genre dans la prédiction de la commission de délit lucratif. Pour ce qui est du deuxième article, maintenant, il porte sur les liens entre la consommation et la délinquance violente chez les adolescents et les adolescentes de l'échantillon. Cet article-là n'est toujours pas publié. Par contre, il a été soumis à la revue Drogue, Santé et Société. Il risque d'être publié prochainement. Donc, on croise les doigts là, pour que ça se fasse prochainement. Pour ce qui est des objectifs du deuxième article, donc, premièrement, de dresser un portrait des habitudes de consommation, de la délinquance violente, mais aussi du niveau d'impulsivité là, chez les jeunes de notre échantillon. Ensuite, de vérifier l'influence de la vente de drogue sur la commission de délits violents, de vérifier l'influence du type de substance consommée sur la commission de délits violents, puis finalement, de vérifier l'influence du genre et de l'impulsivité là, dans les relations drogue-violence. Si on y va avec la méthodologie, je vais passer rapidement, mais ce qui est surtout important de savoir, selon moi, c'est que la présente thèse s'inscrit dans le cadre d'un projet là, de recherche qui est longitudinal, qui se nomme Cyberjeunes et qui est dirigé là, par Natacha Brunel et ses co-chercheurs. C'est un projet aussi, là, le projet Cyberjeunes, qui se divise en deux parties, qui représentent 4 temps de mesure différents. Donc, c'est un projet qui a été réalisé en 2012 et 2017 auprès d'élèves de secondaire 3, 4 ou 5 au moment où l'étude là, a débuté. Et c'est un projet là, qui visait à décrire les comportements de jeux de hasard et d'argent, mais aussi d'utilisation d'Internet là, chez les élèves, ainsi qu'à documenter les conduites associées en fonction du genre et du niveau scolaire, ce qui nous a permis là, d'utiliser là, différentes variables pour faire des analyses là, en lien avec les objectifs de recherche. Nous, dans le cadre de ma thèse, on a utilisé là, plus particulièrement le T2 qui a été mené en 2014, puisque, en fait, toutes les variables nécessaires n'étaient pas incluses là, au temps 0 et au T1. Au niveau de l'échantillon, donc c'est des jeunes âgés entre 15 et 18 ans, puis l'âge moyen était de 16,98, donc la majorité se trouvait en secondaire 5. Au niveau des instruments, là, on a utilisé le DEPADO pour ce qui est de la consommation, le MASPAC pour la délinquance, puis finalement pour l'impulsivité qui est compris dans le deuxième article, c'est la version abrégée d'INSEC. J'ai toujours la difficulté à le dire, je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut, mais la version abrégée, là, c'est ça, d'INSEC. Pour ce qui est maintenant là, des analyses statistiques, là, je vais vraiment passer rapidement, mais selon moi, ce qui est important de mentionner surtout, c'est que dans le premier article, il y a eu 4 catégories de substances qui ont été retenues. Donc, l'alcool, le cannabis, le tabac et les autres drogues qui correspondent là, au fait d'avoir consommé soit de la cocaïne, de l'alcool ou des solvants, des hallucinogènes, de l'héroïne ou des amphétamines. Et c'est important de mentionner que dans le premier article, les catégories étaient non mutuellement exclusives, ce qui signifie en fait qu'un jeune qui avait consommé, par exemple, à la fois de l'alcool et du cannabis, bien, pouvait se retrouver dans 2 catégories différentes. Donc, un jeune qui se retrouvait, par exemple, dans la catégorie alcool pouvait se retrouver dans une autre catégorie de substance s'il avait consommé une autre substance que l'alcool. Au niveau des délits lucratifs qui ont été retenus, il y en a 5, dont le fait, par exemple, de prendre ou de garder quelque chose de moins de 20 $. Pour ce qui est du deuxième article, maintenant, il y a 3 catégories de substances qui ont été retenues, soit le fait d'avoir consommé de l'alcool seulement, le fait d'avoir consommé à la fois de l'alcool et du cannabis, puis finalement, le fait d'avoir eu une polyconsommation qui implique là, le fait d'avoir consommé à la fois de l'alcool, du cannabis, en plus au moins une autre drogue. Et dans le deuxième article, on a décidé de faire des catégories mutuellement exclusives, ce qui signifie qu'un jeune pouvait se retrouver dans une seule catégorie en fonction de ses habitudes de consommation. Au niveau des délits retenus, il y en a 14 délits violents là, qui ont été retenus, qui étaient passés d'une accusation là, à la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, notamment là, le fait de se battre avec quelqu'un ou le fait d'avoir participé à une bataille de groupe. Il y a aussi la vente de drogue qui a été isolée là, pour certaines analyses. Donc, maintenant, si on passe aux résultats en lien avec le premier article, donc sur les liens drogue-délinquance lucrative, ce que l'on voit au niveau des habitudes de consommation, c'est que d'abord, c'est important de mentionner qu'il y a une proportion de 12,6 % des jeunes qui avaient mentionné là, avoir consommé aucune substance au cours de la dernière année. Mais il y a quand même une proportion de 87 % qui avaient mentionné avoir consommé de l'alcool.
28,5 qui avaient mentionné avoir consommé du cannabis, 20,2 du tabac, puis finalement 7,3 avaient mentionné avoir consommé d'autres drogues au cours de la dernière année. Pour ce qui est maintenant de la gravité de la consommation, bien, ce qu'on voit, c'est que la majorité des élèves là, présentaient une consommation qui était non problématique. Par contre, si on regroupe les consommateurs à risque et problématiques, ça représente quand même une proportion de 10 de notre échantillon, donc quand même un élève sur 10. Pour ce qui est maintenant de la délinquance lucrative, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a une proportion de 15,3 qui avaient commis au moins un délit lucratif. Puis, à ce moment-là, les délits les plus commis étaient le fait de prendre et garder quelque chose de moins de 20 de prendre et garder quelque chose sans payer dans un magasin, de prendre et garder quelque chose entre 20 et 150 puis finalement, il y avait la vente de drogue qui se trouvait là, en 4e place avec une proportion de 3,6 Pour ce qui est maintenant de l'objectif 2, qui était de documenter la relation entre la gravité de la consommation et de la commission de délits lucratifs, bien, ce qui a été là, observé dans nos résultats, c'est que les jeunes qui ont une consommation problématique étaient plus nombreux à avoir commis au moins un délit lucratif dans la dernière année, mais aussi certains de ceux qui avaient une consommation non problématique ou à risque avaient également commis des délits lucratifs. Ensuite, pour ce qui est de la relation là, entre le type de substance consommée et la délinquance lucrative, ce qui est ressorti des résultats, c'est que les jeunes qui consomment les différents types de substances étaient plus nombreux à avoir commis un délit lucratif en comparaison là, aux non-consommateurs, mais aussi certains de ceux ayant consommé des substances licites comme l'alcool, par exemple, et moins dispendieuses, avaient également commis des délits lucratifs. Finalement, pour ce qui est du 4e objectif, donc, qui était de vérifier l'interaction entre le type de substance consommée et le genre dans la prédiction de la commission de délits lucratifs, ce qui est ressorti des résultats, en fait, c'est que la consommation de cannabis, de tabac et d'autres drogues contribuaient là, à prédire la commission de délits lucratifs, mais pas celle de l'alcool. Les résultats permettent toutefois là, d'observer l'absence d'effet d'interaction du genre et de la consommation avec la consommation d'alcool, de tabac et d'autres drogues dans la prédiction de la commission de délits lucratifs. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que les relations drogue-délinquance lucrative n'étaient pas significativement différentes en fonction que l'on soit un adolescent ou une adolescente. Il y a toutefois un effet d'interaction qui a été observé entre le genre et la consommation de cannabis, donc ce qui veut dire que les filles qui consommaient du cannabis présentaient une probabilité là, significativement plus élevée que les autres jeunes de l'échantillon d'avoir commis au moins un délit lucratif là, dans la dernière année. Pour ce qui est maintenant des résultats du 2e article, donc qui, je le rappelle, là, porte sur les liens entre la consommation et la délinquance violente chez les adolescents et les adolescentes. Donc, au niveau de la consommation, des habitudes de consommation, ce qui est ressorti, c'est que la majorité de l'échantillon se trouvait dans la catégorie alcool seulement, avec une proportion là, de 59 Par contre, il y a quand même une proportion de 22 qui avaient consommé là, à la fois de l'alcool et du cannabis, et puis finalement une proportion de 6 là, qui avait fait état d'une polyconsommation là, au cours de la dernière année. Au niveau de la délinquance violente, maintenant, on voit qu'il y a une proportion là, assez semblable à celle des jeunes qui avaient commis des délits lucratifs là, est ressortie de notre échantillon, donc une proportion de 15,6 ont mentionné avoir commis au moins un délit violent là, dans la dernière année et 3,6 ont mentionné avoir vendu de la drogue. Donc, pour ce qui est des délits violents les plus commis, on parle là, de se fâcher facilement ou avoir frappé lorsque taquiné, menacé, de se battre à coups de poing avec une autre personne et finalement là, d'avoir brisé quelque chose qui ne t'appartenait pas. Également, dans le 2e article, on a voulu documenter là, l'élément disto de l'impulsivité. Donc, ce qui est ressorti, c'est que parmi notre échantillon, il y a 27,7 qui présentaient là, un niveau d'impulsivité élevé. Pour ce qui est maintenant du 2e objectif du 2e article, donc de vérifier l'influence de la vente de drogue sur la commission de délits violents, ce qu'on a observé, c'est que le fait d'avoir vendu de la drogue, en comparaison au fait de ne pas en avoir vendu, et ça tendait à prédire là, la commission de délits violents. Au niveau maintenant de l'influence du type de substance consommée là, sur la commission de délits violents, ce qu'on a observé, c'est que le type de substance consommée tendait à prédire la commission de délits violents. Donc, en fait, les consommateurs d'alcool et de cannabis, mais surtout les polyconsommateurs étaient plus susceptibles d'avoir commis des délits violents au cours de la dernière année en comparaison là, aux non-consommateurs et aussi aux consommateurs d'alcool seulement.
Aussi, bien, les délits violents ne sont pas exclusivement commis par des jeunes qui consomment des drogues illégales, parce qu'on voit que ceux qui se retrouvaient justement dans la catégorie alcool et cannabis avaient également commis des délits violents. Finalement, en lien avec l'objectif 4, donc de vérifier le rôle modérateur du genre et de l'impulsivité dans les relations de drogue-violence, ce qu'on a observé, c'est que le fait d'être un garçon ou de présenter un niveau d'impulsivité élevé, il s'attendait à prédire l'appartenance au groupe de jeunes comme étant des délits violents. Toutefois, bien, les résultats permettent de constater l'absence d'effet d'interaction du genre et de l'impulsivité dans les relations de drogue-violence, ce qui veut dire qu'en fait, encore une fois, que les relations de drogue-violence explorées ne différaient pas chez les adolescents et chez les adolescentes de l'échantillon, ni chez les élèves qui présentaient un niveau d'impulsivité élevé versus ceux présentant un niveau faible ou absent d'impulsivité. Donc, au niveau du premier article, donc, ce qui est ressorti comme constat principal, c'est que les liens drogue-délinquance lucrative ne concernent pas seulement les consommateurs de drogues coûteuses et illégales, et qui n'est pas non plus nécessaire d'être rendu dépendant à une drogue pour observer un lien entre la consommation et la délinquance lucrative chez les adolescents et les adolescentes en milieu scolaire. Donc, les résultats de notre premier article font écho aux résultats de l'étude qualitative de Brunel, Brochu et Cousineau menée en 2000 et en 2005, qui, eux, en fait, comme le postulat de Gauching a été élaboré à la base pour documenter les relations de drogue-délinquance dans les populations adultes, eux ont réalisé des travaux qualitatifs dans le but de fournir un portrait adapté à la réalité des adolescents. Puis au niveau du postulat économico-compulsif, ce qu'ils avaient remarqué, c'est que comme les adolescents ont un plus faible pouvoir économique, donc par exemple, ils ont moins de possibilités d'avoir de l'argent que les adultes, souvent vont avoir un travail à temps partiel au salaire minimum, par exemple, bien, dû à leur faible pouvoir économique, ils tendent à se tourner plus rapidement vers la délinquance lucrative, et ce, même pour des substances qui sont peu coûteuses dans le but de pouvoir consommer sur une base régulière, mais même parfois occasionnelle, en comparaison au modèle initial de Gauching qui implique une dépendance. Pour ce qui est du deuxième article, donc au niveau des constats principaux, ce qui est ressorti, c'est que les liens drogue-violence ne concernent pas seulement les consommateurs de drogues illégales, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il y a aussi des jeunes qui consomment des drogues qui sont légales, comme par exemple l'alcool et le cannabis, qui commettent parfois des délits violents. Les impacts considérables pour avoir la consommation de substances et les comportements violents, donc on parle par exemple de la judiciarisation, la stigmatisation, les difficultés au niveau de l'employabilité, montrent la pertinence de faire de la prévention auprès des jeunes en milieu scolaire pour éviter que leur situation s'aggrave et qu'elle devienne chronique et justement qu'ils puissent se retrouver en centre jeunesse ou en centre de traitement pour la dépendance. Donc, en fonction de ces constats-là, en fait, au niveau des pistes de prévention et d'intervention, ce qui est ressorti, c'est qu'il pourrait être pertinent d'aller rencontrer les adolescents et les adolescentes dans leur milieu scolaire pour leur soumettre justement les résultats de cette étude, mais aussi celles des autres recherches qui portent sur les liens drogue-délinquance. À ce moment-là, il serait possible d'interagir avec eux puis de les questionner afin d'avoir leur avis, notamment en ce qui a trait aux hypothèses qui peuvent expliquer en partie ces résultats, mais aussi à leur propre observation par rapport à eux et aux autres jeunes de leur entourage, aux facteurs qui peuvent influencer leur conduite, par exemple. Donc, d'aborder différents sujets avec eux et de les questionner. Ça permettrait aussi d'ouvrir sur de nombreux sujets, dont les effets potentiels des différentes substances et les modèles explicatifs drogue-crime. Puis finalement, il serait possible de les sensibiliser par rapport à divers éléments, par exemple au fait qu'en fonction du type de substances consommées, qui sont plus ou moins à risque de commettre des délits, au fait que plus ils consomment, plus ils sont à risque de commettre des délits, aux impacts que peuvent avoir ces conduites sur leur vie, donc notamment au niveau du processus judiciaire. Donc, on pourrait les sensibiliser sur divers éléments. Suite à cette présentation-là, donc à cette rencontre-là, on pourrait former des petits groupes de discussion qui pourraient être formés en fonction des caractéristiques communes qu'ils présentent. Donc, on parlerait à ce moment-là de prévention ciblée. Donc, par exemple, au niveau de la gravité de leur consommation, au niveau de la présence de facteurs de risque communs. Donc, de les regrouper en fonction de caractéristiques communes. Puis, en fonction de ce qui a été abordé par ces jeunes-là, il y a des stratégies d'intervention précoce qui correspondraient à leur situation actuelle qui pourraient être adoptées. Par ailleurs, les approches motivationnelles et de réduction des méfaits seraient parmi les plus efficaces. Puis, par exemple, si je donne un exemple de ce qui pourrait être fait, il pourrait être intéressant de faire un exercice qui les amène à discuter des sources de financement de leur consommation, mais aussi sur l'état d'intoxication ou non
lors de la perpétration de leur délit. Ça permettrait de leur faire prendre conscience probablement de leur situation, mais aussi des impacts possibles, des effets possibles, de leur consommation sur leur vie. Puis à ce moment-là, bien, ils seraient mieux en mesure de considérer là, justement différents éléments là, dans leur balance décisionnelle, donc un exercice motivationnel qui peut être fait et qui vise à déterminer là, justement les coûts et les bénéfices en lien avec leur situation. Donc, si vous voyez ce qui ressort des pistes de prévention et d'intervention, on voit que l'objectif ici ne serait pas de mettre en place là, des mesures de contrôle ou de viser l'abstinence, par exemple, mais plutôt d'éduquer les jeunes. Donc, je parle de tous les jeunes et pas juste ceux à risque, dans le but que cela puisse susciter en fait un processus de réflexion qui va leur permettre de faire des choix plus éclairés. Au niveau maintenant des pistes de prévention et d'intervention en fonction du genre, bien, ce qui est ressorti au niveau des résultats, c'est qu'il ne serait pas nécessaire de faire des interventions différenciées en fonction du genre et du type de substance consommée. Donc, je parle ici de faire des groupes différents, donc de faire par exemple des groupes de gars et des groupes de filles. Selon nous, ce ne serait pas pertinent d'inclure là, les jeunes filles des groupes de discussion parce qu'on voit qu'eux aussi étaient touchés là, par les problématiques étudiées, puis que les relations ne différaient pas là, significativement en fonction que l'on soit une fille ou un garçon. Également, il ne serait pas pertinent de différencier en fonction des substances consommées parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a certains jeunes qui consomment souvent là, plus d'une substance à la fois. Donc, à ce moment-là, si je peux passer, en fait, le message, ce ne serait pas de différencier les interventions en lien avec nos résultats, là, ça ne serait pas de différencier les interventions en fonction de ces éléments-là, mais plutôt d'être sensible à ces derniers dans le but de les adapter aux besoins. Donc, si on voit à ce moment-là qu'il y a certains éléments qui ressortent, bien, d'y être sensible puis d'adapter en conséquence plutôt que d'y aller d'emblée en différenciant là, nos groupes. Maintenant, si on s'intéresse aux apports théoriques là, de la thèse, bien, en gros, bien, ça permet un portrait là, plus précis et détaillé des liens drogue-délinquance présents chez les adolescents et les adolescentes d'un milieu scolaire, donc en s'attardant là, à des types de substances consommées, mais aussi à des types de délits spécifiques. Également, ça permet d'apporter là, des nuances par rapport aux études menées en milieu clinique et auprès d'échantillons masculins. De plus, bien, les catégories mutuellement exclusives de substances là, du deuxième article, selon nous, permettent un regard plus juste des habitudes de consommation chez les adolescents. Donc, ça permet de mieux départir l'effet de l'alcool et des autres drogues sur la commission des délits. Finalement, en fait, on se rapproche d'une perspective en lien avec la loi de l'effet. Notamment, il a été possible là, de couvrir le facteur substance, mais aussi le facteur individu d'une certaine façon, en s'attardant là, au type de substance consommée dans un premier lieu et au genre, au genre et à l'impulsivité en second lieu, deux types de variables différentes. Puis en ce qui a trait au facteur contexte, bien, un aspect qui relève davantage de ça est lorsque l'on s'intéresse là, à la vente de drogue dans le cadre des facteurs proximaux qui réfèrent plus au modèle là, systémique, par exemple. Ensuite, bien au niveau de la thèse, ça permet de constater, là, comme je l'ai dit, que les problématiques étudiées sont bel et bien présentes autant chez les adolescents et les adolescentes en milieu scolaire, qui montrent la nécessité là, justement d'aborder ces conduites avec les jeunes afin de les sensibiliser là, notamment aux impacts qui peuvent être associés. Ça permet également de constater que les adolescents qui commettent des délits ne présentent pas nécessairement une consommation qui est problématique et ne consomment pas nécessairement là, des substances illicites, coûteuses ou fortement dépendogènes, ce qui montre d'autant plus là, la pertinence d'agir en amont auprès de ces individus-là en mettant en place des stratégies de prévention qui ne touchent pas que les jeunes à risque, mais bien tous les jeunes en milieu scolaire. Bien que la thèse là, comporte plusieurs apports théoriques, elle comporte aussi différentes limites, dont le fait d'utiliser des données secondaires qui peut affecter la qualité des données. Notamment, ça fait en sorte que j'ai été limitée dans certains choix, comme par exemple le choix des instruments de mesure, le choix du devis de recherche. Je n'ai pas pu collecter non plus certaines informations pertinentes là, à la problématique étudiée, donc par exemple de connaître de façon précise là, les motifs de consommation et de délinquance. Je n'ai pas pu savoir non plus s'ils étaient en état d'intoxication au moment de commettre leur délit. Donc, bref, j'ai été là, limitée dans certains choix, ce qui a impacté aussi ce qui était possible là, de documenter dans le cadre de ma prise en thèse. Par contre, je tiens à mentionner que j'ai été assistante de recherche là, dans le cadre du projet Cyberjeune, ce qui a, selon moi, limité aussi les impacts là, de l'utilisation des données secondaires puisque j'ai été présente tout au long là, du processus de recherche. Également, bien, le fait d'avoir utilisé seulement un devis quantitatif, bien, ça fait que c'est impossible de connaître là, les réels motifs de perpétration des délits des jeunes.
alors que le fait d'avoir un volet qualitatif aurait aussi pu aider en fait et permettre une meilleure compréhension là, des liens de drogue-délinquance, mais aussi donner davantage de pistes d'intervention. Parce que là, il est impossible de connaître la situation globale des jeunes. Comme par exemple, il aurait été intéressant de savoir dans quel état se trouvaient les jeunes au moment de commettre leur délit, mais aussi quels étaient les revenus des jeunes. Est-ce qu'ils se sont tournés, par exemple, vers la délinquance lucrative parce qu'il y avait réellement plus de revenus? Est-ce que ça a été le premier choix de se tourner vers la délinquance lucrative? Donc, ça aurait permis de documenter davantage d'éléments. Également, bien, on utilise un devis transversal seulement, ce qui permet un portrait là, statique et descriptif uniquement, sans permettre là, justement l'interprétation des résultats en termes d'évolution et de causalité. Donc, on sait qu'il y a différentes études qui ont montré que les liens de drogue-délinquance évoluent au fil du temps et de la trajectoire personnelle de l'individu. Donc, il aurait été intéressant de pouvoir documenter là, en termes d'évolution. Ensuite, bien, on a utilisé là, des questionnaires auto-rapportés qui peuvent affecter là, la validité des réponses. On le sait, ça peut être associé à des difficultés mnémoniques, à une désirabilité sociale. L'étude a aussi été menée là, au cours d'une période de classe, donc les pairs étaient présents, ce qui peut avoir affecté aussi là, les réponses. Puis finalement, c'est important de mentionner que les données sont les résultats sont non généralisables là, à l'ensemble des étudiants québécois et encore moins à tous les adolescents et les adolescentes du Québec. Donc, on n'a pas la prétention là, de dire que l'étude Cybergène était représentative de l'ensemble des jeunes du Québec, mais plutôt qu'elle dresse un portrait là, des écoles incluses dans ce projet, donc soit 11 écoles secondaires là, francophones, publiques et privées là, situées dans les régions de Québec, la Mauricie-Centre du Québec, de Montréal et de Chaudière-Appalaches. Puis finalement, bien, au niveau des pistes de recherche là, qui seraient pertinentes, bien c'est sûr, on viserait un devis longitudinal qui serait essentiel pour mieux comprendre l'évolution de ces conduites-là, mais aussi des liens entretenus par celles-ci. Par exemple, justement, le modèle intégratif de Brochu, mais aussi celui de Brunel élaboré là, à partir de récits de participants qui permet une meilleure compréhension là, des liens de drogue-crime et de leur évolution dans le temps. Donc, à ce moment-là, il serait intéressant d'explorer le modèle intégratif le plus récent à l'aide d'un devis mixte. Donc, par exemple, à la fois d'un devis qualitatif et quantitatif avec un échantillon de jeunes en milieu scolaire qui seraient rencontrés, par exemple, à plus d'une reprise. Selon nous, ça serait essentiel là, pour mieux comprendre les motifs de consommation et des délits, en plus des facteurs qui peuvent influencer là, justement les trajectoires drogue-délinquance. Finalement, bien, c'est sûr qu'il serait intéressant de pouvoir intégrer là, davantage d'éléments de la loi de l'effet. Selon nous, ça serait essentiel là, pour avoir un regard plus juste et nuancé là, des liens de drogue-délinquance chez les jeunes. Donc, voilà. Donc, il y a des références. Je vous remercie là, pour votre écoute. Puis, on va pouvoir passer là, justement là, à la période de questions. Merci beaucoup.